l'eau d'entends-tu dans la vie? Les fabriques et les trains, allons au-devant de la vie, au-devant le matin. Debout, ma blanche, chantons, on va debout, ami, ami, il va le soleil devant notre pays. L'agisme. En ce début du XXIe siècle, ce mouvement de jeunesse, né dans les années 1930 autour des auberges de la jeunesse, est fort méconnu du plus grand nombre. Pour quelques anciens, c'est peut-être le souvenir du Front populaire et des premiers congés payés. Pour les jeunes de mon âge, c'est d'avoir eu des parents ou des grands-parents partant chaque week-end, sac au dos, dans l'allégresse et l'enthousiasme pour aller conquérir un monde nouveau. Nous allons donc découvrir cette histoire de l'agisme. C'est la mission de ce document, réalisé avec les témoignages de nombreux camarades, dont certains ne sont déjà plus de ce monde. L'agisme, ce mouvement de jeunesse, était très singulier et assez inclassable. Ce mouvement atypique, œuvre de garçons et de filles issus pour la plupart de milieux populaires, voulait changer le vieux monde et escalader le ciel. De son histoire compliquée, il ressort qu'il était très laïque et se situait résolument à gauche. Et pour tous ceux qui participèrent à cette aventure qui illuminera leur jeunesse, ce fut un épisode exceptionnel de leur existence qui devait les accompagner tout au long de leur vie. Contrairement à une idée généralement admise, les auberges de jeunesse n'ont pas été créées pour faciliter les voyages des jeunes à travers le monde, mais au contraire, ce sont les jeunes qui réunirent les conditions de l'apparition de ces installations d'un genre nouveau. Ce trait initial et original constitue l'axe de toute l'histoire des auberges de jeunesse et naturellement de l'agisme, particulièrement en France. Cette histoire de l'agisme va d'abord vous proposer la naissance de l'agisme en Allemagne au début du XXe siècle. Puis viendront l'importation en France dans les années 1930. La naissance de l'agisme français sera ensuite fortement influencée en 1936. La Seconde Guerre mondiale va d'abord interdire l'agisme en France, puis le tolérer en zone sud avec les cameroutes. La renaissance de l'agisme après la guerre devait, hélas, donner le spectacle de la division du mouvement. Enfin, la grande partie de la fin du document est consacrée aux valeurs qui marqueront à jamais l'agisme à la française. Il va devant notre pays. C'est à la fin du XIXe siècle, précisément en 1897, que naquit en Allemagne un mouvement d'opposition à l'industrialisation forcenée, aux sauvages concentrations urbaines et à la misère qui était le lot des faubourgs des grandes villes manufacturières d'alors. Dans leur quête d'un ressourcement hors des cités, des bandes de garçons révoltés et romantiques au comportement délibérément anticonformiste parcouraient la campagne allemande, rucksack au dos et guitare ou mandoline en bandoulière, en chantant des chansons puisées dans le vieux folklore germanique. Ils se donnèrent un nom qui était tout un programme, les Wandervogel, les oiseaux migrateurs. Au cours de leur périple, ils préparaient eux-mêmes leur nourriture.
coucher à la belle étoile lorsque le temps s'y prêtait, chercher refuge dans des granges de ferme et, dans le cas contraire, recourait à l'occasion au service de petites auberges de campagne. Ces jeunes formaient une communauté rassemblée, non pas sur la base d'une religion ou d'une idéologie, mais sur celle de l'ouverture d'esprit, de l'épanouissement par la randonnée, le voyage et la liberté. Par la recherche de valeurs nouvelles, c'était la condamnation d'une société conventionnelle et mercantile, avec en prime le rejet d'un quelconque encadrement par des adultes. C'est en observant cette sympathique agitation qui commençait à faire quelque bruit que Richard Schirman, un instituteur prussien de 33 ans, eut l'idée de transformer, au cours de l'été 1907, 2 classes de son école élémentaire d'Altena, pour y accueillir ces jeunes voyageurs. Il installa un dortoir pour les filles et un autre pour les garçons, le tout pour 30 places, plus des parties communes, notamment pour la préparation des repas. D'autres confrères de cet imaginatif enseignant suivront son exemple et se joindront à lui, au point que s'amorcera un petit réseau de Jugendherbergen, auberges de jeunesse. Le terme était inventé. Autant l'aménagement d'une école n'avait rien d'original et se limitait à l'essentiel des besoins, être accueilli, manger et dormir, autant l'idée de Schirman était novatrice, à la fois dans sa forme et dans son esprit. Pour lui, l'auberge de jeunesse devait être une structure, évidemment collective, accueillant des garçons et des filles. Superbe idée d'avant-garde en ce début du XXe siècle, où la mixité était une notion fort peu partagée. C'est le premier épisode d'une lutte qui opposera désormais, et avec une grande constance, les tenants du conservatisme et de l'ordre, aux jeunes utilisateurs des auberges, incarnant le mouvement, la révolte, l'imagination, et revendiquant l'accès aux responsabilités. En France, plus de 20 ans après, c'est Marc Sangnier, un humaniste qui ne manquait ni d'idées ni de caractère, qui va lancer l'idée. Marc Sangnier lança alors la Ligue Jeune République en 1919. La même année, il est élu député. Avec quelques compagnons novateurs, il va jeter les bases de la démocratie chrétienne en France. Il décidera, en 1929, d'organiser dans sa propriété de Bierville, aux environs de Paris, un rassemblement international pour la paix. Ce fut un succès. Mais il sera impressionné par l'allure sportive et dégagée des Wandervogel allemands et d'autres jeunes encore, en short et sac au dos, à la différence des jeunes Français venus en complet veston, cravate, valise. Il réalisera son projet sans plus attendre. Bierville devint ainsi la première auberge de jeunesse française. Inaugurée le 27 août 1930, elle portera le nom d'Épi d'Or. 4 jours plus tard,
La Ligue française pour les auberges de la jeunesse sera créée. Marc Sangnier en sera naturellement le président. Parmi les vice-présidents, on trouvera un commissaire international des éclaireurs de France et un commissaire national des éclaireurs unionistes. Marc Sangnier exprime d'emblée ses conceptions à propos de ce mouvement. Une auberge de la jeunesse, c'est une porte ouverte au bord de la route. On ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas où tu vas, on ne sait pas qui tu es, mais tu es l'ami. Cette définition, à la fois simple et hardie, sera immédiatement reprise par ceux que l'on appelle pas encore les agistes. La Ligue française ne progressera qu'à pas très lents. Elle ouvrira 2 auberges en 1932 et 10 en 1933. Tout en se voulant neutre, elle est considérée par les laïcs comme trop dépendante de l'Église catholique, dont Marc Sangnier était un fidèle représentant. Les mouvements laïcs décident alors de s'investir. C'est à l'initiative de Georges Lapierre qu'un accord est recherché avec Marc Sangnier pour laïciser les agis. Devant la fin de non-recevoir, les mouvements laïcs décident, le 9 juin 1933, la création du Centre laïque des auberges de jeunesse, le CLAGE. La création du CLAGE va ouvrir la voie à l'agisme en France, tel que nous le connaîtrons plus tard comme mouvement éducatif et émancipateur, farouchement opposé à tout système totalitaire, de droite comme de gauche, et le faisant savoir bien haut. Les 2 associations vont donc être concurrentes, et les auberges vont se créer petit à petit. En Allemagne, ce sont les années où Hitler prend le pouvoir, et l'œuvre de Richard Sherman est détruite dans son propre pays. Les Wandervogel sont considérés comme ennemis du peuple. L'équipe dirigeante sera expulsée et le réseau nazifié. Certains militants vont pourtant entreprendre une action clandestine de résistance jusqu'en 1938 avant d'être déportés au camp de Dachau. Les auberges allemandes, sans changer de nom, vont devenir l'outil principal des jeunesses hitlériennes. Quelques rares Wander penseront pouvoir agir de l'intérieur pour maintenir l'esprit d'origine, en vain évidemment. En France, en juin 1936, un coup de tonnerre va tout chambouler. Ma blonde, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la vie, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde chante. Le souffle chaleureux et pacifique de juin 36 restera à tout jamais un épisode prestigieux de l'histoire de la classe ouvrière, et ceux qui ont connu ces journées en garderont à juste titre un souvenir exceptionnel qui ne s'effacera pas de leur mémoire. Pour la première fois dans l'histoire de la République, il sera créé un secrétariat d'État à la jeunesse, au sport, aux loisirs et à la formation professionnelle, que l'on confia à un député socialiste du Nord, imaginatif, volontaire et tenace, Léo Lagrange. Sans perdre de temps, Léo Lagrange va donner un sens et une réalité à la mission qui lui a été confiée. Il favorise le sport et l'éducation physique de masse, multiplie les bibliothèques publiques, encourage le développement de l'aviation et des croisières maritimes populaires, impose
la création de billets de chemin de fer à bas prix pour les congés payés. Mais surtout, il saisit d'emblée l'intérêt exceptionnel que représentent les auberges de jeunesse dans la politique gouvernementale pour ce qui était des loisirs et de la culture populaire. Et puis enfin, c'est un véritable raz-de-marée qui déferlera sur les auberges de jeunesse. aux prises avec des difficultés et des responsabilités nouvelles, dans le contact direct avec les nécessités humaines et les besoins primaires, ces garçons et ces filles, venus de milieux très variés, vont former peu à peu une équipe d'amis. Cette maison-là, cette maison simple, voyez-vous, c'est l'auberge amicale avec son amical accueil. Et cet hôte qui a des mots de camarade, c'est celui qui répond de la facilité de votre voyage. Nous te saluons, père aubergiste. Nous te saluons du nom familial et noble qu'on a rétabli pour toi. Auberge, merci d'être là. C'est toi qui ouvres les grandes routes. C'est toi qui permets le voyage désiré. Et c'est toi qui unis dans une atmosphère de jour en jour plus amicale tous ces évadés de leur ville, de leur métier et de leur fatigue. Maintenant, écoutez-moi. Puisque la vie d'auberge vous plaît, il faut aider à développer le mouvement. Ces auberges d'où vous venez, d'autres les avaient aménagées pour vous. Il vous reste à en faire autant. Pour vous d'abord, et pour vos camarades futurs, pour tous ceux qui, comme vous, aujourd'hui, comprendront demain le sens de notre mouvement, le sens de notre amitié. Les auberges de jeunesse éclosent un peu partout. La vendeuse de grands magasins et le typographe, le tourneur sur métaux et l'étudiant en lettres, l'instituteur et la dactylo vont se transformer en plombier, peintre en bâtiment, électricien, charpentier ou couvreur. Ils vont restaurer, consolider, aménager, repeindre des masures n'attendant plus de train, des prisons sans barreaux, parfois même des églises sans fidèles. Ce concept, qui fera son chemin, est né çà et là, au cours des années heureuses et enthousiastes de l'avant-guerre. En 1937, le réseau du Clage comprend un peu plus de 200 auberges, dans une demi-douzaine en Afrique du Nord, offrant près de 4500 places. En 1939, lorsque la guerre éclatera, Léo Lagrange laissera un mouvement en pleine expansion. Le Clage gérera alors près de 450 auberges, pour une capacité de 8500 places, et 42 auberges de ski, totalisant près de 800 places. Si l'on ajoute les 150 auberges de la Ligue française, la capacité du réseau français était d'environ 600 installations, offrant 12 000 places.
Parler de la vie des auberges, c'est bien. Mais la vivre, c'est sans doute mieux. À l'auberge, tout vous est donné. Ainsi, jour après jour, dans les tâtonnements et l'improvisation, une éthique agiste prenait lentement forme. Elle était l'œuvre de lycéens, d'étudiants, mais surtout de jeunes ouvriers et d'employés, sortis de l'usine, de l'atelier, du bureau ou du magasin, le temps d'un week-end ou au cours des congés payés. À l'auberge, ils étaient autonomes. Ils en franchissaient le seuil par un sonore « Salut les copains !» Tout le monde se tutoyait d'emblée. Le soir, c'était la veillée, instant d'intense communion. Jusque tard dans la nuit, ils entonnaient des chants révolutionnaires ou venant d'un vieux folklore qu'ils faisaient renaître, et déjà un répertoire original, hébergé, que l'on retrouvera plus tard dans bien des collectivités de jeunes. C'était aussi, pour les jeunes, l'apprentissage de l'autostop, pour voyager au moindre coût. Toujours partir. Et partir n'est pas la seule chose qui compte. Tu sais pas y faire. Tu vas voir. Merci encore. Bon voyage. Bon, attendu, allez, montez. Ça y est, on va arriver bientôt. En semaine, on se retrouvera au club. Au centre laïque, les clubs poursuivaient leur rapide développement, y compris dans de petites localités, et les instituteurs y contribuèrent activement.
Pour les agistes, ce succès entraîna des ambitions légitimes, et ils prirent conscience qu'ils devaient prendre part à la direction et à la gestion de leur mouvement. À Paris comme en province, chaque club était une petite collectivité libre et vibrante d'enthousiasme. Les réunions hebdomadaires abordaient les sujets les plus variés. On y préparait les sorties hebdomadaires en auberge ou en camping, et l'on échafaudait de vastes périples pour les vacances, en utilisant bien sûr le réseau des AGI étrangères. Les responsables étaient élus. Cela cafouillait parfois un peu, mais quelque chose de grand, de nouveau, était en train de se construire. Les jeunes prenaient leurs affaires en main. La culture populaire est à la mode. On découvre les musées, le théâtre, les premiers cercles d'études balbutient. Dans leurs réunions ou en sortie, circulent les premiers poèmes de Prévert. Et j'ai été charmé par ce poète, par cet écrivain, qui était dans les milieux bourgeois, n'était pas très apprécié. Il avait un côté révolutionnaire et un côté un peu vulgaire pour ces gens-là. Par exemple, au milieu d'un poème comme Barbara, il se permet d'écrire « Quelle connerie la guerre ». Et alors, il y avait des phrases aussi belles que « Je dis Dieu à tous ceux que j'aime », même si je les ai vus qu'une seule fois, je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Et au milieu du poème, quelle connerie la guerre, ça défrisait. Et par la suite, j'ai découvert d'autres livres de Prévert, comme Fatra, comme différents. Déjà, la mixité était partie prenante dans l'ensemble des auberges et des groupes. En arrivant aux auberges, donc j'avais 24 ans, la mixité était une chose qu'on ne connaissait pas. On sortait avec un garçon quand on était fiancés, on n'imaginait même pas autre chose. Et finalement, je me suis trouvée à aller camper, coucher sous la même tente avec une fille, un garçon, deux garçons, une fille, ou pas de fille du tout. Et tout ça se passait dans avec la plus grande simplicité. Et ça me faisait sourire parce que je me disais, quand les gens nous voient passer avec nos petits shorts très courts, là, et garçons et filles, pour aller camper, ils devaient se dire, c'est des véritables lupanards, ces trucs-là. Ça n'était pas ça du tout. Les garçons étaient étaient pas entreprenants du tout avec nous, avec les filles. Bon, il y a eu des mariages par la suite, ce qui était tout à fait normal, mais la mixité, c'était une chose qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas pourquoi il y avait des problèmes dans d'autres milieux. D'ailleurs, dans les autres milieux, il n'y avait pas... C'était rare qu'il y ait la mixité. Je ne connais pas de mouvement, à moins que je me trompe, où il y a eu la mixité aussitôt. Cette jeunesse respirait à plein poumon un air de liberté qu'elle ne pouvait pas imaginer jusqu'alors. Un monde se créait pour elle. Elle avait enfin la parole, toute la parole. Une préoccupation allait pourtant les inquiéter. Ces espèces de garçons ou filles
qui prenaient les auberges pour des hôtels à bon marché, où l'on vient s'encanailler un peu, ou encore ces groupes de fêtards, les considérant comme des maisons ouvertes à tous, et pour tous les débordements. Les agistes les qualifieront avec mépris de valochards, néologisme qui sera utilisé longtemps après. Et on voit arriver des tas de mecs qui disent « on y a droit » et qui foutent le bordel là-dedans. Les milliers de gars qui sortaient des usines, qui avaient droit aux vacances, et le Paris Soir, on disait « vous y avez droit », etc. Ils nous foutaient le bordel là-dedans. Ils chahutaient les filles, ils bouffaient gras dégueulasse, ils chahutaient, ils chantaient faux, ils chantaient tout, là, même ça le rengainait faux. Nous avons failli être débordés. Et un des gros événements de mon année 36-37, ça a été justement de reprendre en main si c'était possible. Et ça a été très difficile. J'avais pas vu. C'était ce que vous appeliez les valochards, non? C'était pas ça? Notamment parce qu'il voulait dire, mais ça c'était encore rien. Les valochards, pour cette gars qui n'avait pas un sac qui arrive avec sa valise, on lui apprenait qu'il pouvait trouver un sac ou qu'on lui en donnait un quelquefois quand on pouvait être soi-même. Bon, mais c'était les mecs qui venaient, ben oui c'est chouette, on va rigoler avec des copains, puis il y a des filles, et puis on se marre, il n'y a qu'à prendre. Mais ils arrivaient avec toutes leurs mauvaises habitudes. Une autre inquiétude allait bientôt les accaparer. À peine installé, le gouvernement du Front populaire avait été confronté aux difficultés rencontrées par son frère du Sud, le Fronte Popular espagnol, contraint de faire face à un coup d'État militaire soutenu par les régimes totalitaires d'Allemagne et d'Italie. La France et la Grande-Bretagne se confinèrent vite dans le concept de la non-intervention. Pour le mouvement agiste, il ne s'agissait plus seulement de la conquête des loisirs, mais bel et bien d'un face-à-face avec une guerre qui était à leur porte. De nombreuses auberges sont réquisitionnées pour accueillir les Basques, Catalans et Espagnols fuyant les combats. La solidarité s'organise. Des convois de vivres, de vêtements et de médicaments sont organisés et conduits jusqu'en Espagne républicaine par les agistes, à la suite des appels pressants des dirigeants du centre laïque. Ailleurs, pourtant, le monde se prépare à aborder 5 années noires de guerre. Le bruit des bottes se rapproche. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht entre en Pologne. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est la vraie mobilisation générale. Le mouvement agiste est décapité. Par la force des choses, il devient quasiment un mouvement féminin, si l'on excepte les militants, trop jeunes ou trop vieux, pour rejoindre les armées. En juin 1940, le rideau de fumée de la drôle de guerre se dissipe. Les armées alliées ne peuvent contenir l'avancée des troupes allemandes. C'est l'exode de millions de civils sur les routes de France. Dans le fracas des combats, on apprend que Léo Lagrange, qui avait renoncé à son mandat de député pour s'engager, a trouvé la mort à la tête de sa section, à Evernicourt, dans l'Aisne, le 9 juin 1940. Pétain demande l'armistice, et la Wehrmacht occupe une grande partie du pays. C'est la fin d'une époque. Le gouvernement de Pétain contente tous les réactionnaires et tous ceux qui pensent que la cause de tous les maux était le Front populaire, la laïcité, les conquêtes sociales des ouvriers. Dans ce pays coupé en deux, dans quel état va se trouver l'agisme? De nombreux militants étaient prisonniers en Allemagne.
et les possibilités vont être très différentes dans la zone occupée et dans celle dite libre. À Paris, quelques militants, partisans d'un agisme s'inspirant de l'exemple hitlérien, tentèrent un coup de force, mais ils furent vite exclus par une assemblée du centre laïque. En mars 1942, cependant, les autorités allemandes eurent l'idée de ressusciter le Clage, avec des compagnons de route complaisants. Mais avec une surprenante condition, refuser les Juifs et les minorités étrangères dites inassimilables. Les Tziganes, les Polonais, les Italiens antifascistes, les Espagnols antifranquistes et les Nord-Africains. Les clubs existent toujours, mais sérieusement caporalisés, avec guides en guise de responsables. Les multiples interdits des occupants limitaient sensiblement leurs activités. Le Clage sera de plus en plus contesté et deviendra progressivement une simple apparence de mouvement. Beaucoup d'agistes du Clage, peu susceptibles d'être considérés comme collabos, feront de l'entrisme, dans ce mouvement sentant le sou. Et d'autres, en province, rejoindront la Ligue française pour les auberges de la jeunesse, faute de... C'est sur l'instance de Sangnier, dont le rôle pendant ces années-là ne fut pas d'une clarté absolue, la Ligue française put réapparaître pendant un temps. En 1943, la Ligue sera interdite par les Allemands, au prétexte que Sangnier refusa d'exclure les Juifs de ses rangs. À partir du milieu de 1943, les actions de résistance se développèrent dans les groupes. Adhésion à des réseaux, aide apportée aux camarades juifs, soutien aux réfractaires du service du travail obligatoire en Allemagne. Les activités traditionnelles servirent parfois de couverture pour des actions dangereuses et risquées. De nombreux agistes connaissent alors la prison, la fusillade et la déportation. Beaucoup d'agistes juifs furent arrêtés dans la rafle du Veldiv. Dès lors, dans la zone occupée, l'activité agiste deviendra de plus en plus crépusculaire et s'éteindra quasiment en 1944, notamment à la suite d'une autre rafle qui toucha la totalité des groupes parisiens. En zone non occupée, les activités du Clage et de la Ligue française pour les auberges de la jeunesse sont purement et simplement interdites. Et ce n'est qu'en avril 1941 que sont créées les auberges françaises de la jeunesse, destinées à construire, gérer et diriger les auberges. Celles-ci sont ouvertes à tous les mouvements de jeunesse autorisés par le gouvernement de Vichy. Parallèlement, se crée un mouvement d'usagers, les camarades de la route, appelés par les agistes les camroutes. Pour revenir aux camarades de la route, qui avait donc été créé avec l'accord du secrétariat à la jeunesse de Pétain, le secrétariat à la jeunesse qui avait donc créé deux organismes. Il avait supprimé le centre laïque des auberges de jeunesse, bien sûr, et il avait créé l'Association française des auberges de jeunesse, qui était un organisme technique, qui s'occupait de la création, de l'entretien, de la gestion des auberges. Et un autre mouvement, donc, les camarades de la route, qui étaient donc les usagers des auberges. Et ce sont les deux organismes, évidemment, étaient subventionnés, et en particulier l'AFJ, donc l'Association française des auberges de jeunesse, était subventionnée pour créer des auberges de jeunesse. Mais on peut dire quand même qu'il n'y avait pas la marque du gouvernement dans ces deux organismes. Soit l'un soit l'autre avaient réussi à se tenir très indépendants pour faire leur boulot. Pour l'heure, tout semblait donc aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes du gouvernement de Vichy. Malheureusement pour lui, de nombreux agistes et militants d'organisations de gauche se trouvaient en zone non occupée. Ils vont entrer en nombre dans ce mouvement d'usagers, ce que n'avaient pas prévu les promoteurs de cette entreprise, et vont, bien évidemment, changer la donne. Des anciens du Clage, la Ligue française pour les auberges de la jeunesse, politiquement engagés ou non, feront de même en constituant le gros des troupes. En peu de temps, ce qui ne devait être qu'un mouvement d'usagers inoffensif
va devenir le moteur essentiel des auberges de jeunesse. En août 1941, les responsables des Camroutes se mettent d'accord sur les bases de la constitution du mouvement. Maintien de la laïcité et de la mixité, opposition au racisme et à l'antisémitisme, refus de tout embrigadement et respect de la démocratie. Dans la France réactionnaire de Vichy, les camarades de la route ont eu à se confronter avec la morale ancestrale et religieuse qui prenait sa revanche sur les avancées de 1936. Les agistes engagés dans la résistance vont connaître prison ou déportation. L'agisme est donc loin d'être moribond. C'est au cours de ce travail de courte durée, à peine plus de 3 ans, ce qui est tout de même bien peu, que l'agisme atteint une sorte de maturité, même si l'esprit puise encore beaucoup dans celui de 36. Les principes se confirment, l'architecture du mouvement se précise. Ce qui se passera par la suite sera largement déterminé à ce moment-là. Puis vient le débarquement du 6 juin 1944, la libération du territoire, le retour des prisonniers et des déportés. Alors, en 1944, après mon inscription pour la première fois aux auberges, au foyer de Vincennes, très vite, j'étais tellement emballée que on m'a tout de suite donné des responsabilités, et j'avais la responsabilité de la solidarité. Mais bien sûr, à ce moment-là, il y avait beaucoup de prisonniers. Il y avait, et puis plus tard, il y a eu les rescapés des camps qui sont rentrés, hospitalisés, etc. Alors, en ce qui concerne les déportés, oui, un jour on voit au centre des auberges, on voit une petite affiche agiste originaire de Vendée, de retour de déportation, actuellement au Val-de-Grâce, demande visite d'autres agistes. Alors, enfin, je ne sais plus qui l'a su, quelqu'un qui était allé au centre et qui avait vu une information. Et on m'a dit, dis donc, toi, tu es responsable à la solidarité, tu vas y aller, hein, à l'hôpital. Donc, je suis allée au Val-de-Grâce plusieurs fois, et ce garçon est devenu mon mari. Voilà. Avec la libération, comment l'agisme va-t-il se retrouver entre cette association technique, les auberges françaises, et le mouvement des usagers, les Camroutes? On pouvait espérer un retour à ce qu'avait connu l'agisme à ses débuts, mais l'on décide alors de créer 2 nouvelles structures, l'UFAGE, l'Union française des auberges de la jeunesse, prenant en charge le réseau, et le MUAGE, le mouvement uni des auberges de jeunesse, constituant le mouvement d'usagers. En définitive, on ne change rien à cette séparation qui éloigne toujours les usagers de la gestion des installations. Au total, au-delà des bonnes intentions affichées, on aboutit finalement à un éclatement général. Les catholiques créeront l'organisation centrale des camps et auberges de la jeunesse, l'OCAGE. La Ligue française renaîtra de ses cendres et rejoindra l'UFAGE. Et les communistes, agissant désormais sous le nom d'Union de la jeunesse républicaine de France. Le MUAGE
quant à lui, va changer de nom pour devenir le MLAGE, le mouvement laïque des auberges de jeunesse, à la suite de la création de l'OCAGE. En 1947, les laïcs quittent l'UFAGE. Ils vont s'affairer, non sans peine, à constituer de toutes pièces un réseau d'auberges, de relais et de refuges. Ce fut l'époque des chantiers agistes, à la manière de 1936. Les militants, réunis dans de nombreux foyers locaux, vont réaliser des prodiges. C'est un travail de pionnier où garçons et filles de 20 ans, à peine sortis des années noires de la guerre, vont réaliser un formidable apprentissage social qui va les marquer pour leur vie. Pour ceux qui y participèrent, ce fut une aventure extraordinaire. Chaque foyer agiste cherchant une installation à aménager d'abord et à faire fonctionner ensuite. « 1950, les jeunes du foyer Bivouac de la Fédération nationale des Agis recherchent une masure à restaurer pour ouvrir un nouveau relais dans la région parisienne. Un ami leur propose de leur céder, avec un bail de 30 ans, la moitié de son terrain, en pleine vallée chevreuse, sur le coteau boisé de la Aquinière. À l'âge que nous avions, 30 ans, c'était l'éternité. On va donc construire. On fait un plan pour le permis de construire. Comme nous allons faire ce chantier avec nos sous, nous allons d'abord chercher, dans les bois environnants, la pierre meulière qui va servir au soubassement des murs. Nous allons ensuite faire l'objet d'une première. Les murs seront en béton cellulaire, un matériau nouveau, isolant et facile à mettre en œuvre. Mais il faut quand même se lancer dans les coffrages pour réaliser une grande salle commune largement éclairée sur deux côtés. Le chantier avance. La charpente arrive. Puis les premières tôles. Au moment de l'inauguration, la hotte circulaire ne passe pas par la porte. Il a fallu démolir le toit pour être prêt, le 15 mai 1954, pour accueillir les quelques centaines de copains venus pour l'inauguration. La guerre d'Algérie et ses circonstances nous incitent à spécialiser l'auberge en relais culturel. Et pendant 10 ans, les samedis de la Aquinière seront bien connus dans toute la région parisienne. C'était l'AGI de la Aquinière. Les foyers agistes gestionnaires vont assumer la fonction d'accueil et pendant les mois d'été devenir des parents aubergistes temporaires, les péraubes ou méraubes, qui vont encadrer les jeunes dans les auberges les plus fréquentées. Le mouvement laïque allait au-devant de la jeunesse et organisait les caravanes ouvrières. De quoi s'agissait-il ? De réunir une vingtaine de garçons et de filles, encadrés par des militants, et de s'en aller, partis en train, partis à pied, parfois en vélo, le temps des vacances,
découvrir la Savoie, la Provence, l'Alsace, l'Auvergne ou le Périgord, en utilisant les agis et en compant là où il n'y en avait pas. Juste après la dernière guerre et la libération, exactement en 1946, le mouvement des auberges de la jeunesse invente et inaugure un concept nouveau et révolutionnaire. Ils inventent les caravanes ouvrières. Il s'agissait d'aller voir les patrons, les chefs d'entreprise et leur proposer d'amener leurs jeunes ouvriers à la montagne 15 jours pour leur faire découvrir la nature, l'air pur et les sortir des rues de la grande ville. C'est ainsi qu'un beau jour de janvier 1946, alors que j'étais un jeune ouvrier dans une fabrique de chaussures dans la banlieue de Marseille, mon patron me fait appeler et me dit « Marcel, voilà ici 3 responsables des auberges de la jeunesse qui me proposent de vous amener, toi et les jeunes ouvriers de l'usine, 15 jours à la montagne dans une auberge de jeunesse. Qu'en penses-tu » Mon patron, qui me connaissait bien, il me voyait passer tous les dimanches sac à dos, la chanson aux lèvres avec les petits scouts de mon quartier, savait très bien que ce projet me ravirait. J'étais enthousiaste et je suis allé voir mes petits camarades pour leur demander de faire partie de cette expérience. Je les ai convaincus. Donc, au mois de juillet, pour les vacances, nous voilà partis, encadrés par les agistes, à la montagne, exactement dans les Hautes-Alpes, près de Saint-Véran, la commune la plus haute de France, au milieu des vaches et des marmottes. Et là, pendant 15 jours, ce fut des randonnées, des veillées, des rires, des chants. J'ai aimé cette ambiance. J'ai découvert ce mouvement de jeunesse que je ne connaissais pas, ce mouvement qui était ouvert, ce mouvement qui était mixte, ce mouvement qui était laïque, et où le tutoiement effaçait toutes les barrières sociales. Pour moi, ce fut une véritable révélation, et à mon retour à Marseille, je me suis précipité au club des agis pour prendre la carte, et c'est ainsi que je suis devenu agiste. 1946, 2016, ça ne fait que 70 ans, mais on est toujours jeune. Avec le groupe Spartacus, l'agisme se lançait avec succès dans la création d'art dramatique. Jean Blève était toujours présent pour donner un coup de main aux copains plus jeunes qui souhaitaient organiser une soirée culturelle sur l'art dramatique. Ils étaient 3, Jean Blève, Jacques Leblond et Jean Duplex. Tous les 3, là, ils ont un sacré trio. Et c'est vrai que j'ai été attirée parce que on a fait appel, je crois que c'est Jean Duplex qui avait fait appel aux copains et copines qui sont intéressés pour faire du chœur parlé. Et je me souviens avoir fait partie, on avait monté un texte de Prévert et j'en ai fait partie, c'est là que ça a débuté. Et après, à la nage, pas à la nage, aux auberges, on a participé au concours des jeunes compagnies, on était toute une équipe, là, tout ça, et on a fait des montages poétiques et tout ça, et on a monté notamment un texte qui s'appelait « L'homme et sa liberté » de Chris Marker, où nous avons eu le 3e prix de mise en scène. Mais il existe toujours 2 organisations d'auberges de jeunesse, concurrentes et rivales. Les pouvoirs publics qui les subventionnent pour le fonctionnement et plus encore pour l'équipement supportent de moins en moins une telle situation. En 1948,
Il crée la commission d'études des auberges de la jeunesse, réunissant les différentes parties en présence, sous l'égide du ministère. En 1949, le mouvement laïque met sur pied le centre laïque des auberges de jeunesse et du plein air, dans la perspective des pourparlers d'unité. En 1950, les comités provisoires départementaux sont installés. On pense être sur la bonne voie, mais coup de théâtre, l'UFAGE et les mouvements de jeunesse rompent les pourparlers et lancent la Fédération française des auberges de la jeunesse. De leur côté, le MLAGE et le CLAGE-PA ripostent en créant la Fédération nationale des auberges de jeunesse, élaborée au cours des pourparlers, la FNAGE. Retour à la case départ? Ce ne sera pas un retour en arrière, bien au contraire. La structure désormais départementale constituait l'amorce d'une grande fédération. Grâce à cette mutation, l'agisme se positionne au mieux pour les pourparlers d'unité. L'État se retrouve donc avec 2 fédérations sur les bras, ce qu'il n'avait pas prévu. Les subventions de fonctionnement et d'équipement sont versées, à titre officiel, à la FNAGE, parce qu'elle est agréée, alors que la Fédération française n'en recevait qu'à titre officieux. Cette mesure de sûreté se révéla plus tard terriblement efficace. En résumé, pour la FNAGE, l'agisme était un courant militant visant à l'épanouissement de ses adhérents et favorisant leur prise de conscience des réalités sociales. Son principal levier était l'auberge de jeunesse. La FNAGE était une fédération de militants, elle avait une large base agiste. Au contraire, la FFAJ était essentiellement un conglomérat d'associations de tout type. Elle ne possédait que des parents aubergistes rémunérés, un nombre réduit d'équipes départementales et une clientèle de simples utilisateurs. Il s'agissait de 2 approches tout à fait différentes. Un véritable outil éducatif pour la première, une simple facilité matérielle pour la seconde. Pour l'heure, la FNAGE poursuivait sa marche en avant. Elle s'investit dans la formation de ses cadres et étend son réseau qui égalera bientôt celui de la FFAJ. Après les caravanes ouvrières du MLAJ, viendront les républiques d'adolescents, centres de vacances encadrés par les agistes et gérés par les participants eux-mêmes. Puis les caravanes musulmanes, mises au point par les associations départementales de métropole et d'Algérie, et destinées à faire découvrir les auberges de jeunesse et la France à de jeunes adolescents arabes et kabyles. Claude Choudi, avec Jacques Bénichou, fut le premier à avoir organisé des caravanes d'Algéroises en France. Il fallait faire sortir la femme musulmane des conditions dans lesquelles elle vivait. Alors, comment faire pour la sortir de ces conditions traditionnelles, tout ça? On s'est dit, si on pouvait, dans le cadre des activités d'auberge de jeunesse, si on pouvait les emmener en France, elles verraient, simplement pour les mettre en contact avec la vie des Françaises, eh bien, ma foi, elles pourraient apprendre quelque chose. Et puis, comme elles sont appelées à devenir des mères de famille, peut-être qu'en élevant leurs enfants, elles appliqueraient ce qu'elles avaient vu en France. Et puis, ma foi, nous étions une bonne équipe de copains aux auberges de jeunesse, donc tournés vers les activités de plein air, mais pas seulement la marche, mais aussi tout l'aspect culturel
éducatif, émancipateur et de... Je lance notre slogan, jeunes du monde entier, hein, unissez-vous. Hein. C'était ça. Alors bien, on se dit, mais dans ce pays, il existe une catégorie de jeunes hein, qui sont peut-être les opprimés parmi les opprimés, il faudrait peut-être y penser. Et ma foi, on a dit, on va emmener des jeunes algériennes en France. En 1954, la FNAJ va se trouver confrontée à un problème de taille, au début de la guerre d'Algérie. Elle est présente dans les départements d'Alger, Oran et Constantine, et ce conflit, il faut bien le dénommer ainsi, heurte ses principes de plein fouet. Elle manifeste une prise de position que peu de mouvements de jeunesse, à l'époque, eurent le courage de formuler. Nous estimons qu'aucune solution valable des problèmes d'Afrique du Nord ne peut être trouvée dans l'emploi de la force, de la répression ou de l'arbitraire policier. La FNAJ, en cela, restait fidèle au principe que l'agisme a toujours défendu et répandu. Liberté, démocratie, amitié internationale et anticolonialisme. Et cela plus de 6 ans avant les accords d'Évian, qui mirent fin à cette guerre. Cela dit, tout n'allait pas pour le mieux au sein de la Fédération nationale. Des militants, dénonçant les risques grandissants d'étatisation des auberges de jeunesse, quittèrent la FNAJ et donnèrent naissance au MIAJ, mouvement indépendant des auberges de jeunesse. Cette décision aura des conséquences considérables sur le mouvement agiste, qui perdra de la sorte de nombreux militants, souvent de grande valeur, dont le départ affaiblira durablement ce qu'ils voulaient précisément sauvegarder. Ils n'ont pas voulu que l'État se mêle de leurs affaires, mais pourtant il fallait de l'argent. Mais l'État a dit, il y avait tout un tas, il y avait le CLHPA, il y avait enfin tout un tas d'auberges de jeunesse. Et l'État a dit, écoutez, mettez-vous en fédération, on verra pour vous donner des subventions. Et c'est là où il y a eu un peu la bagarre. Il y a eu pareil une réunion au salon de Montbardet. Et il y en a qui ont été contre. Ils n'ont pas voulu entrer dans une fédération. Donc ça a été le MIAJ et les autres sont mis sous une fédération. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais le MIAJ avait raison, parce qu'on disait oui, on va toucher un peu d'argent, mais vous allez devenir des marchands de soupe, etc. Seulement, les choses ont évolué aussi. Et puis on avait besoin d'argent. Nos auberges de jeunesse n'étaient pas toujours propres. Il y avait besoin de couverture, il y avait besoin de tout un tas de trucs. On arrivait des fois dans des auberges où c'était moyen, aux questions de propreté, on avait besoin de renouveler les choses. Mais il faut de l'argent pour ça. Au printemps 1955, pour dénouer la crise, l'État indiqua que la nouvelle fédération serait créée sur la base de 1950, c'est-à-dire la FNAJ, la seule agréée, et lui attribua toutes les subventions, à charge pour celle-ci de reverser sa part à la FFAJ. À la suite de cette décision, qui est une mise en tutelle de la Fédération française, par ailleurs en situation financière très préoccupante, un comité paritaire provisoire vit le jour. Et le 24 mars 1956, la Fédération unie était créée, en gros sur les bases de la FNAJ, assortie d'une période probatoire de 3 ans. On considérait finalement
que cette unité était non seulement souhaitable, mais indispensable si l'on ne voulait pas voir les auberges jeunesse disparaître en France, ou au mieux s'enfoncer dans le pire des désordres. La mise en place de la nouvelle fédération pendant la période probatoire de 3 ans se fit sans trop de difficultés, mais non sans arrière-pensée des forces en présence. Mais dès 1959, considérant que la FUAGE, définie comme une coopérative de jeunes pour l'organisation de leurs loisirs, glissait vers une forme d'organisme accordant la primauté à la gestion des auberges, des militants constituèrent un courant d'opposition intitulé « Pour un agisme éducatif ». En 1976, peu avant sa mort, Eugène Quay, qui avait été la cheville ouvrière de l'unité des auberges de jeunesse, publiait un manifeste posant le problème de l'avenir de la FUAGE, en dénonçant le risque d'un glissement vers une conception commerciale des auberges de jeunesse. Le dernier congrès, se déroulant sur les bases de la FUAGE de 1956, sera celui de Paris, en 1980. On peut considérer que l'agisme disparut à ce moment-là, et la FUAGE entama sa progressive conversion vers une forme d'organisation, l'éloignant définitivement de ses origines et de principes qui firent la particularité des auberges de jeunesse françaises. Pour comprendre ce phénomène, différents facteurs sont à considérer, à commencer par la société elle-même. Les 30 glorieuses vont sur leur fin. On va vers un nouveau type de vie, tournant le dos à celui hérité de la fin du XIXe siècle. Mutation de l'agriculture et de l'industrie, accélération des constructions d'autoroutes, apparition du nucléaire, développement de la télévision et de l'automobile, construction des grands ensembles d'habitation, etc. Cela toucha évidemment l'agisme. Une évolution s'était déjà opérée depuis la fin des années 50. Les sorties qui se faisaient en groupe, à pied, après rendez-vous à une gare, pour rejoindre l'auberge, étaient devenues différentes. Désormais, on ne se rendait plus ensemble à l'AJ. On s'y donnait rendez-vous. Sur ces entrefaits, intervinrent les événements de mai 68, qui, aux auberges de jeunesse, comme ailleurs, fut une surprise. Il y a eu deux choses distinctes qui se sont mêlées. Il y a eu les auberges de jeunesse en Allemagne, et ensuite en Angleterre, et donc grâce à Marc Sangnier, tardivement en France. Louis Bomballin a y ajouté un mouvement laïque qui a pris un essor, c'était des auberges de jeunesse pour accueillir les jeunes du monde entier en fraternité. C'est l'idée même de l'auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse existent toujours, elles évoluent avec la société, mais elles existent toujours, avec le même idéal en principe, et des formes d'activités différentes. Là-dessus, et je mets une grande séparation, il est né au sein des auberges de jeunesse, parce qu'il n'y avait rien d'autre endroit où aller, et parce que c'était un milieu particulièrement favorable, comme un bouillon de culture pour sortir un germe, il est sorti un mouvement de jeunesse du Front populaire, qui est né avec lui, qui s'est développé avec lui, et qui est mort avec sa postérité. Tu en es, j'en suis si tu veux, des lointains héritiers plus ou moins nostalgiques. Mais en fait, ce mouvement de jeunesse, cette forme-là, il exprimait le Front populaire. Par conséquent, il est né avec le Front populaire, il est mort avec la guerre froide. Historiquement, ça va de soi. Et ce mouvement de jeunesse a été quelquefois en harmonie
quelquefois en conflit avec l'organisation qui voulait simplement faire des auberges jeunesse pour les jeunes du monde entier. C'est en somme un, comment dirais-je, c'est l'histoire du coucou qui dépose ses œufs dans un nid. Le Front populaire a mis en mouvement des hommes politiques, et puis c'est retombé après, ça fait flop. Mais il a agité une jeunesse qui a découvert tout à ce moment-là. La nature, la liberté, la culture, le chant, le théâtre, l'amitié, les rapports nouveaux des sexes, toutes choses qui ont germé beaucoup plus tard. Et ça, ce mouvement-là, il était l'enfant du Front populaire, il a survécu au Front populaire. Et il a trouvé son nid pour éclore dans les auberges de jeunesse. Donc, et il est mort, même s'il a comment dirais-je, des enfants, des héritiers comme toi et moi, il est mort, en gros, en tant que mouvement actif avec la guerre froide. Mais il a eu des sursauts, des prolongations, des héritiers, jusqu'en 68. Et en 68, il y a eu des côtés très négatifs et des côtés positifs. Et des aspects positifs. 68, Gaudibert, qui était un vieux copain des auberges, Gaudibert, un chercheur artistique, etc., un type très fort d'ailleurs, Gaudibert me disait, mais c'est évident combien en 68, j'ai retrouvé ce que nous avions lancé aux auberges. Moi, j'en suis persuadé aussi. Et il me disait, tu penses pourquoi? Ben, je lui dis, il y a eu beaucoup de raisons à ça, des raisons sociales, politiques, mais il y a aussi autre chose. C'est que, ce que je te racontais tout à l'heure, au moment des camoutes, et aussi en zone nord bien sûr, on s'est appuyé sur les instituteurs et finalement sur les institutrices, et avec la pression des Allemands sur de jeunes institutrices qui avaient 20 ans et qui ont enseigné jusqu'à 50 ou 60 ans. Et c'est à travers ces institutions qu'une bonne partie de notre message est passé. Bon, c'est ce que j'ai donné à Gaudibert comme explication. Oui, c'était une, c'est peut-être pas la seule, mais c'était une. Moi, je crois aussi, c'est que le mouvement de 68, les événements de 68, étaient, pour ainsi dire, une reproduction de ce que nous avions connu dans les auberges, de l'état d'esprit des auberges. Il y a un tas de valeurs qui ont été mises en avant à ce moment-là, qui étaient, pour ainsi dire, la reproduction de ce que nous pensions dans les auberges de jeunesse. D'accord. Et, bon, 68, on ne peut pas nier quand même que 68 a marqué la société française, et jusqu'à présent même. Bon. D'accord. Petit à petit, bien des choses disparaissaient. Le terme de camarade, employé depuis les origines, disparut de la correspondance officielle comme de l'usage courant, et les parents aubergistes devinrent des directeurs d'auberges de jeunesse. De 1980 à nos jours, que s'est-il donc passé? Après les ultimes conflits de 1967 à 1978, l'agisme s'étant progressivement effacé, la gestion réaliste des agis allait donc pouvoir pleinement s'exercer. En réalité, amputés du potentiel militant qui en faisait leur force, touchés par une professionnalisation toujours plus large, les auberges de jeunesse allaient éprouver de grandes difficultés à la fois à fonctionner et à affirmer leur originalité. Pire, l'hôtellerie marchande, après avoir dénoncé pendant des décennies la concurrence déloyale que lui faisaient subir, prétendait-elle, les auberges de jeunesse, l'attaque désormais sur son propre terrain. L'émission télévisée Envoyé spécial en août 2014 montra en effet la multiplicité de ces hôtels commerciaux où la joie, l'entrain et la culture des auberges de jeunesse se transforment souvent en beuveries décadentes. Dès son origine, l'agisme a incarné le désir d'émancipation des jeunes, leur volonté d'agir de façon autonome, d'organiser leurs loisirs, d'en construire les supports et de les gérer, comme ils l'entendaient, pour atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés.
Les 5 principes de l'agisme, la laïcité, la démocratie, la mixité, la gestion directe, l'internationalisme, n'étaient pas des notions vagues ou des formules creuses destinées à être brandies comme des pancartes ou criées comme des slogans. Ils conduisaient à des attitudes et des comportements qui marquèrent les agistes de toutes les époques, dans et hors leur militantisme. La laïcité n'était pas une simple question de compréhension ou de tolérance, mais bel et bien l'axe principal du pacte républicain, contenant le fait religieux dans le strict domaine de la sphère privée. D'autant que, si celle proclamée par les agistes se gardait de tout caractère anti-religieux, elle n'avait rien à voir avec cette vague et équivoque laïcité ouverte à la mode à notre époque, friande de formules creuses et de consensus mou. La démocratie, de la base au sommet, c'est-à-dire du groupe au comité directeur, en passant par les échelons départementaux, était inhérente à l'agisme et, par le renouvellement des responsables, constituait le gage majeur de sa pérennité. Dans ce film, on essaye de voir ce qu'est l'agisme. Tu crois que l'agisme existe encore? Pour moi, l'agisme n'est pas mort. Les anciens, lorsqu'ils parlent de l'agisme, parlent de leurs 20 ans. Donc, effectivement, il y a un décalage. Je vais essayer de montrer l'évolution et de nuancer leurs propos. Dans notre film, on a défini 5 grands axes. La laïcité, la mixité, l'internationalisme. Pour moi, ces 3 premiers axes ne sont pas morts, ce qui me permet de dire que l'agisme n'est pas mort dans cette dimension. Par exemple, l'internationalisme, on le retrouve dans nos auberges actuelles sans problème. Les 2 autres axes, c'est-à-dire la démocratie et la gestion directe, eux, sont des axes qui posent problème, qui ont posé problème, et je vais essayer de montrer pourquoi. Tu peux nous parler un peu de ton expérience de l'agisme? Effectivement, il est intéressant de voir d'où je suis parti. Je suis né en 1939, donc ma période n'est pas la même que les copains qui ont été militants en 36 et 46, c'est sûr. J'ai adhéré aux auberges de jeunesse en 1956, j'ai pris des responsabilités dès 1958 et j'ai été guidé constamment au départ par des anciens comme Jo Despoulies, Marius Despoulies, Christian Mellet, qui m'ont aidé à me former dans tout ce que j'ai pu faire au niveau des auberges et ce que j'ai été plus tard. Ce travail de militant des auberges de jeunesse a duré 30 ans. Et une des difficultés, ça a été le départ des anciens, puisqu'on appliquait à cette époque-là la règle des 30 ans. Donc peu à peu, on s'est retrouvé avec des équipes plus ou moins jeunes, mais qui devaient faire leurs preuves. Un des aspects de la vie de l'agisme a été la vie de groupe. Nous avons eu des groupes en Savoie dont je me suis occupé un petit peu, mais je n'ai jamais fait partie d'un groupe, comme les copains de Grenoble, par exemple, l'ont fait. J'ai créé un groupe à Albertville, j'ai aidé l'animation du groupe de Saint-Jean-de-Maurienne, du groupe de Montmélian et du groupe de Chambéry, mais je ne faisais pas partie vraiment de ces groupes. Ce qui m'a intéressé, en priorité, c'était le voyage. C'était partir à vélo, partir en stop, découvrir le monde et rencontrer des gens dans les auberges. Donc pour moi, le jeune du monde entier salut, c'était quelque chose qui signifiait vraiment. Est-ce que tu peux aller plus loin et nous montrer ce qui n'a pas marché? C'est ce que je vais essayer de démontrer. Les obstacles pour la vie démocratique, pour la gestion directe, se posaient à plusieurs niveaux.
et ça apparaissait surtout au niveau des assemblées générales. J'ai noté 3 principales difficultés. La première, c'était les objectifs. Un jeune qui partait en vacances avec les auberges, quand il revenait, avait beaucoup d'autres choses à faire, qu'il soit étudiant, qu'il soit ouvrier ou qu'il ait une vie familiale. Donc, c'était pas facile de le mobiliser pour gérer une auberge de jeunesse en altitude en particulier. On a rencontré ça pour l'auberge du Bordeaux, pour l'auberge d'Albier-le-Vieux, pour l'auberge d'Ugine qu'il a fallu fermer. Ce sont des auberges qu'on a fermées peu à peu. Donc c'était un obstacle important. Un autre obstacle, c'était la dimension géographique. Quand on faisait une réunion, que ce soit une assemblée générale ou un conseil d'administration à Bourg-Saint-Maurice, les copains qui venaient de Haute-Maurienne, de Lens-le-Bourg, avaient près de 200 km à faire. Donc par tout temps, c'était quand même prendre des risques et on s'en est bien rendu compte. Enfin, le dernier obstacle, c'était qu'avec une petite équipe d'une dizaine de personnes aux assemblées générales, il nous était difficile de couper les cheveux en 4 comme on pouvait le faire à Paris ou dans les grandes villes où on pouvait faire une assemblée générale de 100 ou 200 personnes. C'était pas notre cas, donc on était content d'accueillir les gens qu'ils viennent, quelle que soit leur tendance. Donc les copains du Miage ou les copains de la LFAJ étaient reçus les bras ouverts. De la même manière, les responsables de groupe qu'on a eus à Chambéry et à Saint-Jean-de-Maurienne étaient marqués politiquement. L'un était gaulliste déclaré, l'autre membre du Parti communiste tout autant déclaré. Donc ces copains-là, c'est un gros travail, on était très contents de les avoir. On essayait de vivre ensemble, de faire fonctionner ça dans l'intérêt des auberges. Mais les débats nationaux lors des congrès permettaient d'adapter les orientations? Bien, c'est bien là, effectivement, qu'on a eu des difficultés, puisque on négligeait un petit peu, on débattait, on parlait des orientations, mais on ne prenait pas position jusqu'au bout, ou très peu, et de toute façon, lorsqu'on arrivait au Congrès national, une petite association comme nous avait peu de voix, donc n'avait pas grand-chose, avait peut-être des choses à dire, mais n'était pas pris en considération par le nombre de voix. Une autre difficulté, donc, c'était de faire passer nos projets sur le plan national au niveau du comité directeur. Là, on a souvent essayé d'avoir un représentant au comité directeur et c'est arrivé assez souvent finalement. Là, il fallait aussi persuader les employés du centre fédéral, qui avaient un rôle non négligeable, que nos projets tenaient la route. Et un contact personnel permettait souvent de bien avancer les choses. Finalement, tu t'es donc surtout consacré à la vie de l'association départementale et régionale. C'est exact. C'est là où je me suis effectivement passionné, puisqu'il s'agissait de gérer le patrimoine, d'avoir une bonne relation avec les parents aubergistes, de construire avec eux. La dimension technique devenait indispensable, il fallait monter des projets. On a ainsi reconstruit l'auberge de jeunesse de Le Toussuire. On a amélioré, rénové l'auberge de jeunesse de Lens-le-Bourg. On a ouvert une auberge de jeunesse à Bourg-Saint-Maurice et à Tignes, et puis finalement celle d'Aix-les-Bains. Donc pour tous ces projets, il fallait être pointu pour pouvoir bien discuter d'une part avec les parents aubergistes, d'autre part avec les autorités, les élus qui allaient nous subventionner, c'était indispensable. Une autre difficulté, c'était bien la relation avec les parents aubergistes. Il fallait trouver un consensus avec eux, il fallait qu'ils puissent se rendre compte qu'on leur était utile, mais ils craignaient beaucoup les comités de gestion qui auraient été animés par des gens irresponsables qui auraient mis en péril leur outil de travail. Et là, il fallait faire un travail de fond, de relations important. Globalement, on y est arrivé, mais certains parents aubergistes étaient très hostiles à la gestion directe par les jeunes. Donc, il fallait trouver le moyen de gérer tout ça. On se rend compte donc, quand on prend en compte ce besoin d'être technique,
et d'avoir une relation avec du personnel pas toujours favorable, que c'était un rôle difficile et qu'il était intéressant de le mener à bien. On y est généralement arrivé en introduisant, en formant des jeunes. On a eu des gens comme Patrick Bernard, par exemple, qui partit d'une petite responsabilité à maintenant des responsabilités nationales et internationales. Donc on s'aperçoit qu'on a eu un rôle de formation des jeunes, ce qui était l'option éducative. Alors, quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est que l'utopie de la gestion directe et d'une vraie vie démocratique, c'était une utopie très intéressante, très formatrice, mais qu'elle s'est vite trouvée en décalage avec la société dans laquelle nous vivions. Et le film le montre, elle l'a expliqué à plusieurs moments. Donc, un de mes regrets, c'est une option, c'est que peut-être que les anciens sont partis trop vite avant que leurs idées soient vraiment en place et pérennisées. Mais on peut rêver. La mixité, considérée par les milieux conservateurs de toutes les époques avec une extrême méfiance et qu'ils combattirent avec un acharnement quasi obsessionnel, fut un exemple de l'agisme pour la société. Pourtant, les turpitudes diverses, le relâchement des mœurs, la morale mise en pièces dans les auberges de jeunesse furent des fables à la peau dure. Que de campagnes de presse, de dénonciations pastorales, d'entrefilets venimeux pendant près de 50 ans. Or, il n'y eut pas de lieu d'hébergement plus sûr que l'auberge de jeunesse, et de cadre d'activité moins risqué que le groupe agiste. On avait les filles que l'on cherchait et celles que l'on respectait qu'on ne pouvait pas aborder. Et tout ça, c'était tout à travers les journaux, la littérature, ou l'aspect sordide. Mais on n'avait pas cette vision égale, unitaire, enfin tout ce que l'on veut, de la compagne, de la camarade d'en face. Et ça a été, à mon avis, pas seulement pour moi, mais pour toute une génération, le plus gros apport des auberges. Oui. Ça a été d'aborder le problème des deux sexes et le problème du sexe, mais tout ce que ça comprend d'immense autour, depuis le fait de pouvoir tirer un coup jusqu'à le plus bel amour romantique, tout ça, on a pu l'avoir enfin grâce aux auberges. Jusque-là, on avait les interdictions et la mauvaise littérature et la trivialité. Il n'y a pas de doute, ça a été le gros, énorme apport des auberges de cette époque-là à ma génération. Je leur disais, on était quand même, pour revenir à des articles qui ont paru dans le bulletin des anciens des auberges, on était quand même strict au point de vue moral. Ouais. Dans ces tentes, on veillait à ce que les filles soient dans des tentes bien déterminées et les garçons dans d'autres tentes. Et alors la copine d'un Simone Pacarin, elle disait, oui c'est bien vrai quoi, mais il est bien certain qu'on réussissait à se rencontrer par ailleurs. D'ailleurs elle s'est mariée avec un gars qui était avec nous. Quoi. Elle dit, les auberges avec la mixité, ça a été une révélation, une révélation pour beaucoup de jeunes qui voyaient les filles rentrer dans leur école et puis les garçons dans l'autre, ça se résumait à ça. Ça a été beaucoup une aide pour une forme de civilisation. Du reste, moi je pense que ça et la laïcité ont été les deux choses les plus révolutionnaires françaises. Ah oui, ça a été la grosse question. C'était le premier exemple quand même de mixité. Hein. C'est sûr. De vraie mixité. Moi, j'ai fait du scoutisme, du bon scoutisme d'ailleurs, dans une très bonne troupe du lycée Henri IV, justement, où les garçons étaient là, les filles étaient ailleurs, on ne savait pas où. Moi, je n'ai pas vu de filles avant 18 ans. Hein. Ils étaient complètement séparés. Hein. Bon, et alors les auberges sont arrivées, il y a les filles et les garçons. Bon, moi, je considère que le niveau de tenue était excellent.
Et il y a eu sans doute, il arrive toujours des choses entre les garçons Bien et les sûr. filles, dans les auberges ou hors des auberges, mais enfin, ni plus ni moins, plutôt moins même. Parce qu'il y avait une vie très, très commune dans cette auberge de Villeneuve, une partie très, très limitée au point de vue lit, certains campaient quand même à proximité de l'auberge, et il y avait un grand grenier, ouais, de la paille, et on dormait là, mais en tout bien, tout honneur, vraiment. Hein. Voilà. La gestion directe fut une donnée permanente et essentielle. Elle préfigurait l'autogestion. C'est que la prise en main des outils de leurs loisirs par les jeunes laissait peu de place aux carriéristes comme aux directeurs de conscience, toujours intéressés, mais elle pouvait de surcroît ouvrir d'autres perspectives sur bien des plans de la vie sociale. Et Madame Grunbaum-Balin, en 1938, m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller fonder une auberge de montagne dans le cadre des auberges? Alors j'ai dit oui, évidemment. Et elle m'a chargé d'organiser dans le Jura, pas très loin de Pontarlier, ça c'est sur un sommet qui s'appelait le Petit Moron, une auberge qui était pas achevée, qui était un ancien chalet de berger qui avait été agrandi et surélevé pour en faire une auberge. Et j'ai tout fait, j'ai acheté tout le matériel, tout le ravitaillement, parce que l'auberge était complètement isolée sur ce sommet. On ne pouvait même pas y monter autrement qu'à ski en hiver. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Donc ça s'appelait l'auberge du Petit Moron. Voilà, c'est l'auberge du Petit Moron. Et donc, alors, à partir de novembre 1938, j'ai commencé à emmagasiner les choses. J'ai acheté des centaines de kilos de nouilles, de grilles, de tous les produits de base. Et à partir du 15 décembre, sans doute, ça a commencé à fonctionner. Et je suis resté donc dans cette auberge pendant 4 mois. Et il y avait beaucoup de monde. Et il y avait quelquefois jusqu'à 60, 70 personnes. D'accord. Et c'était très fatigant et très inconfortable parce que c'était comme à l'auberge de Villeneuve, il n'y avait qu'un point d'eau froide dans cette auberge. Oh là, hein, c'était vraiment un confort minimum. Nous sommes montés très souvent à la Fécla en été pour voir si on trouvait un chalet. Et on a réussi à convaincre un cultivateur de là-haut et de nous louer son chalet. Et ça, c'était à quelle époque? C'est en 37, 38 38. 38. Hein. 1938, nous avons donc réussi à avoir ce chalet à un prix qui n'était pas trop important. Et aussitôt, nous sommes mis au boulot. Alors, tous les dimanches, nous montions là-haut, tous les samedis et soirs même. Hein. Nous montions là-haut pour aménager, pour nettoyer. Je me rappelle, il y avait une étable en particulier, particulièrement sale, bien sûr, que nous avons nettoyée, avec un bas-flanc qui existait déjà pour mettre le foin, etc. Nous avons aménagé ça pour faire un bas-flanc. Nous avons mis des matelas. Hein. Enfin, l'internationalisme, lié à l'essence même des auberges de jeunesse et impliquant le refus des notions d'ennemis héréditaires, de revanchards et autres haines plus ou moins séculaires, ne pouvait convenir ni aux xénophobes toujours prêts à claquer les talons et faire courir leurs semblables aux frontières à la première occasion venue. Le Rassemblement international qui se déroula à Boulouris en août 1960 marqua la rentrée de l'agisme français au plan international. Au cours de cette manifestation, Richard Schirman, présent à cette occasion, pourra y déclarer « Je suis sûr que si l'esprit agiste venait à disparaître, nous le retrouverions réfugié dans les auberges de jeunesse françaises. » J'ai fait le Portugal, l'Écosse, Israël. Israël, quand je suis débarqué du bateau à Tel Aviv,
à Haïfa, les gens m'ont pris pour un doudingue de faire du vélo dans ce pays-là au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus. Et tout compte fait, c'était infernal. Alors, on a fait l'Irlande également à vélo. Et puis on a trouvé une histoire de bateau, de cargo. Et à chaque escale, il y avait un système de cars, de bus, de taxis, etc., qui vous emmenaient voir les sites environnants. Donc, ça m'a fait découvrir la Turquie et j'ai beaucoup voyagé en Turquie. De là, j'ai été en Arménie, en Géorgie, etc., etc. Et puis, j'ai fait aussi les îles, la Polynésie. Alors bien sûr, il fallait aller en avion à Papeete et on prenait des cargos qui remontaient jusqu'aux îles Marquises, enfin, etc., etc. J'ai fait comme ça aussi la côte chilienne. On était parti de Puermonte, c'est un port qui est en dessous de Santiago du Chili. Bien sûr, de Santiago du Chili, on n'a pas manqué de faire un petit voyage jusqu'à Valparaiso, rien que pour la chanson. Et puis en Chine, au Pérou, en Bolivie. Chant de veillée, chant de marche, chant de lutte, chant d'allégresse. Pierre Jamet les a rassemblés dans la clé des chants. Les agistes chantaient toujours. Aujourd'hui, l'agisme a disparu en tant que mouvement de jeunesse, comme bien d'autres, mais il a profondément marqué plusieurs générations et produit des figures remarquables de la société dans les domaines de la culture, des spectacles, du syndicalisme, des loisirs, de la presse et de la défense de l'environnement.
tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Cet agisme qui fut le soleil de leurs 20 ans, pour ces milliers de garçons et de filles, on le retrouve aujourd'hui chez ces anciens militants qui continuent de le faire vivre. Regroupés dans des associations d'anciens agistes à travers la France, ils font perdurer un comportement et un état d'esprit hors du commun et expriment le souhait que l'histoire de leur mouvement, ici racontée, reflète les richesses de l'engagement de leur jeunesse. Dans